Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette conférence annuelle du SIMV qui a pour objet, vous le savez, la vaccination. Elle va se dérouler en 3 temps. Premier temps avec Eric Vandael, qui est juste à côté de moi. Bonjour Eric. Bonjour. Eric qui va nous raconter la belle histoire de la vaccination. Vous allez voir, c'est passionnant. Deuxième temps, Danielle Duré, qui est une sociologue, qui va venir nous parler du paradoxe de la défiance vis-à-vis de la vaccination. Et puis troisième temps, une table ronde, 5 personnes qui vont croiser leurs regards sur quoi? Je vous le donne en mille, la vaccination. Donc on va se consacrer aujourd'hui pendant 1h30 à cette vaccination. Et je me tourne vers vous, Eric, pour que vous nous disiez tout de suite d'où vient ce mot vaccination. Alors, l'étymologie du mot vaccination est intéressante, puisque la vaccination, qui est d'abord une vaccination qu'on pense être humaine, la vaccination vient du mot vache, vacca. Et c'est il y a 2 siècles, en 1796, qu'un médecin britannique, Edward Jenner, a eu l'idée de vacciner, entre guillemets, alors que la vaccination n'est pas encore inventée, des humains pour lutter contre la variole. Alors pourquoi vache? Alors, vache, donc vaccination vache, parce que la maladie qui était la variole humaine qu'il souhaitait combattre, il y avait une maladie qui était proche, qui était la variole de la vache, Cowpox. Et donc, cette vaccine, qui était une zoonose qui contaminait un petit peu les treilleuses qui traillaient les vaches laitières, il y avait des petites vésicules. Il prenait le contenu de cette vésicule, il le traitait et il inoculait cette vésicule sur la peau, comme on le voit sur l'illustration que vous avez sur vos écrans. Donc Edward Jenner, qui inocule cette vaccine en 1796. Et là, le schéma l'illustration date de 1802. Et on voit déjà qu'on commence à avoir peur de la vaccination, puisque les gens ont peur de devenir vaches, si je puis dire. Donc on voit des vaches apparaître sur l'illustration, des gens qui sont vaccinés et non pas variolisés, parce qu'avant ils étaient variolisés, donc vaccinés. Ils ont un peu peur de devenir des vaches. Donc un siècle plus tard, Pasteur, pour rendre hommage à Jenner, retient ce terme de vaccin et de vaccination. Alors c'est le père de la vaccination, Pasteur, pour la vaccination antirabique, mais c'était quand même un siècle plus tard. Et puis aujourd'hui, de manière contemporaine, 2 siècles plus tard, en 1980, l'OMS déclare que la variole humaine, grâce à Jenner finalement, est éradiquée grâce à la vaccination, grâce aux vaches. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on vaccine beaucoup ou qu'on ne vaccine pas énormément en France et dans le monde? On peut toujours dire les deux. Alors les Français, vous avez les Français. Donc on voit toujours le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Alors moi je pense dire qu'on vaccine quand même pas si mal. Alors les Français sont les plus méfiants par rapport à la vaccination. Une étude d'Eurobaromètre montre que 22% des Français, c'est pas la majorité, considèrent que les vaccins ne sont pas sûrs. En Europe, c'est 9%. Il n'y a pas d'autres pays d'Europe qui dépassent les 15%. Donc on est vraiment le peuple d'Europe qui a le plus peur, à 22%, encore une fois, c'est pas énorme, des vaccins. Par contre, on vaccine comme les autres, avec des taux de vaccination qui sont importants, et on considère à 84% que les vaccins sont efficaces dans cette même étude. Donc, chez l'homme, on le voit, donc la vaccination des nourrissons et des enfants est assez bonne, parce qu'aujourd'hui, elle atteint presque 100%, 98% pour les feux de moins d'1 an, 95% en dessous, pour les vaccinations quasi obligatoires, maintenant, au moins pour celle-là, avec des petites différences en les valences. Pour les animaux, ce qui nous intéresse davantage, retenons que chez les volailles, on vaccine 100% des volailles contre les maladies courantes. Chez les porcs, 90% pour les maladies qui sont les plus impactantes économiquement. Chez les bovins, un peu moins, 60% pour les vaccinations respiratoires. Encore un peu moins si on est pour les chevaux, c'est à peu près 60-70% pour les 2 valences essentielles qui sont le tétanos et la grippe. Et puis encore un petit peu moins chez les chiens et les chats, où on est en dessous de ça, à 50%, on va dire, pour les valences les plus importantes, moins chez le chat, avec la difficulté de transporter l'animal chez son vétérinaire. Je vous le confirme ici. Alors, ce que vous ne savez pas, vous qui nous regardez, c'est que en face de moi, j'ai des gens que vous connaissez peut-être, qui sont avec nous, de l'organisation, du SIMV, etc., et qui savent tous que ce matin, j'ai emmené mon chat chez le vétérinaire et que je me suis fait griffer le bras, d'où la petite allusion. Donc,
Si vous vous demandez pourquoi j'ai une griffure énorme sur le bras, il a échappé, il est sorti de son petit sac. Pour revenir à des choses plus concrètes, revenons à nos moutons, comme on dit. En fait, on va revenir à nos chiens. Si on revient sur les histoires, donc espèce par espèce, histoire de la vaccination, on y revient. Chez les chiens, elle démarre où? Alors, chez les chiens, elle démarre incontestablement avec la rage, quand même, qui est le premier grand succès de la vaccination. C'est le premier enjeu qu'on appelle aujourd'hui One Health, mais qui était bien avant l'enjeu sur les antibiotiques. La rage avec un objectif qui est qu'en 2030, un objectif commun à l'OMS et à l'OIE, on puisse n'avoir aucun cas humain de rage. Sachant qu'aujourd'hui, environ 60 000 enfants meurent de la rage et à 99%, ils sont dus à une morsure par un chien qui évidemment n'a pas été vacciné. Et on sait très bien que si on vaccinait 70% des chiens, un peu plus, au moins 70% des chiens dans le monde, on arriverait à ne plus avoir aucun cas de rage humaine. Ça, c'est l'objectif de 2030 et c'est un objectif tout à fait atteignable et qui coûterait beaucoup moins cher que de traiter, entre guillemets, la rage qui ne se traite pas, parce qu'on vaccine post-exposition les enfants qui sont mordus. Et puis, on peut imaginer que, pour ce qui nous concerne en Europe, l'Union européenne devienne aussi indemne de rage grâce à la vaccination des renards, qui se fait maintenant très bien. Et vous avez sous les yeux les chiffres qui montrent à quel point elle est efficace, puisqu'on a moins de 10 cas maintenant par an de rage en Europe, à peu près. D'autres vaccins pour le chien? Alors, d'autres vaccins ou d'autres succès de la vaccination, on peut parler de cette vaccination qui était c'est pas la plus récente, mais qui est une des plus récentes chez les chiens, qui est dans les vaccins essentiels, qui est la vaccination contre la parvovirose, qui est une maladie relativement récente, qui est des années 78, d'un virus qui était assez proche de celui du chat. Et on a d'abord commencé par utiliser le vaccin chat avant de faire le vaccin chien en 1981. Et c'est d'ailleurs un laboratoire français qui était un petit peu à l'origine de ce vaccin. Et c'était un succès immédiat et un vaccin qui est extrêmement efficace. Et qu'aujourd'hui, c'est une vaccination qui est quand même très pratiquée. Autre chose pour les chiens ou on passe aux bovins? On passe à autre chose. Alors, on passe à autre chose, donc aux bovins. Alors, chez les bovins, j'ai choisi d'illustrer ça par 3 maladies réglementées, qui intéressent essentiellement la santé animale. La première vaccination et le premier succès de la vaccination, c'est évidemment, pour nous qui sommes vétérinaires en tous les cas, celui contre la fièvre afteuse. Alors, vous avez en vert sur ce schéma les pays qui sont indemnes de fièvre afteuse. Vous voyez qu'il y a encore des pays qui sont en gris, notamment l'Afrique et notamment le Maghreb et le Moyen-Orient, qui sont quand même relativement proches de chez nous. Donc, avec toujours un risque que la fièvre afteuse puisse revenir en Europe. Et ça a été donc les 2 éléments du succès pour obtenir l'éradication de la fièvre afteuse dans un pays, c'est la vaccination et l'abattage obligatoire. Les 2 sont liés. Il ne faut pas que la vaccination, il y a toujours cette notion de la vaccination et l'abattage obligatoire. Et nous avons en France la banque de vaccins, d'antigènes, qui est située à Lyon pour l'ensemble de l'Europe, au cas où on aurait un cas de fièvre afteuse qui nécessiterait une vaccination qu'on appelle en anneau autour du foyer, si c'était nécessaire. OK. Autre exemple? Autre exemple chez les bovins. Donc, la situation qu'on a connue relativement récemment, il y a à peu près une dizaine d'années, avec celui de la fièvre catarrhale ovine, FCO dans le jargon. Et vous avez en France la situation à gauche, la situation fin 2008. À quoi correspondent les couleurs? Alors, à quoi correspondent les couleurs? Vous voyez que la France a une multitude de points rouges. Il y en a exactement 32 341. Il y avait 32 341 de foyers de fièvre de fièvre catarrhale ovine en 2008. Il y en avait 0 en 2006. C'est une maladie émergente qui n'existait pas jusqu'à présent. Et en une seule année, grâce à la vaccination, vous avez la situation l'année suivante, 83 foyers. On les voit à peine sur la... Qui sont en vert, non? Non, ils ne sont pas en vert. En vert, c'est des zones réglementées. D'accord, donc on ne les voit pas finalement. Donc ils sont très peu nombreux. Ils sont au centre des points verts, si je puis dire. Et puis, la situation en Europe, 2 ans plus tard, fin 2012, où donc tout ce qui est les zones blanches ou grises, ce sont des zones indemnes. Et les zones colorées, ce sont des zones
qui sont infectés par un ou plusieurs sérotypes de fièvre catarrhale ovine. Et malheureusement, alors est-ce que c'est un manque de vaccination? Parce qu'on a déclaré la vaccination obligatoire que pendant 2 ans, contre un petit peu l'avis de l'ANSES qui avait préféré qu'on fasse une vaccination obligatoire pendant 4 ans. En tous les cas, la FCO est réapparue en 2015, peut-être par une autre hypothèse aussi, faut pas, et aujourd'hui, on a décidé qu'on ne vaccinerait pas de manière obligatoire, on ne vaccine que de manière facultative, et notamment pour éviter de l'exporter, si je peux dire. Donc, j'appelle les mouvements de bovins. Donc, la vaccination n'est obligatoire que dans ce cas, donc elle est très peu obligatoire. Et on arrive à une situation d'endémie. Dernier exemple pour les bovins? Alors, dernier exemple qui est tout à fait démonstratif, là encore, c'est une maladie émergente, mais qu'on a totalement réussi à canaliser grâce à la vaccination. C'est une maladie subsaharienne qui est remontée par Israël puis par la Turquie. Vous voyez le nombre de foyers sur la carte à gauche. Et je vais demander de lancer la vidéo qui montre à quel point la vaccination a été efficace en 3 ans pour empêcher cette maladie qui, sinon, nous aurions eu en France. Donc, ça s'appelle la dermatose nodulaire contagieuse en français. On regarde la vidéo. Donc, les zones bleues où on commence à vacciner, vous voyez des points rouges sur les zones où on vaccine moins. Et puis, au fur et à mesure, on a vacciné jusqu'à la Croatie pour enrayer cette maladie. Et au fur et à mesure, encore une fois, les derniers points rouges sont les zones où on vaccine à moins de 30%. Et petit à petit, ils vont disparaître grâce à la vaccination. Dans les autres pays, dans la Turquie, et après plus loin la Russie, où cette maladie est remontée très très haut vers l'Orient, vers l'Est, où il n'y a pas eu de vaccination, la maladie a continué à diffuser, une maladie transmise par les moustiques, donc une maladie d'été. Entendu. On passe au porc. Alors pour le porc, j'ai pris des exemples qui montrent l'impact économique de la vaccination et notamment de ses aspects économiques. Alors la vaccination, ça sert d'abord à lutter contre des maladies et non pas à faire croître un animal. Donc c'est la maladie qui diminue le gain de poids, si je peux dire, et non pas la vaccination qui fait augmenter le poids. Il ne faut pas inverser. Non, c'est clair. Ce n'est pas un améliorateur de performance par définition, si je peux dire. Et on voit que dans ce tableau, vers la dernière ligne, que grosso modo, dans des essais en poche-challenge, sur la pneumonie zoétique porcine à Mycoplasma pneumoniae, à partir de 1995, la différence de croissance, elle est d'un facteur de 1 à 2. On augmente la croissance d'un facteur de 1 à 2 grâce à la vaccination. De moins, on ne diminue pas la croissance grâce à la vaccination. Donc on voit les bénéfices. On voit les bénéfices économiques d'une maladie qui n'était pas forcément facile à identifier en dehors de l'abattoir. Et cette vaccination ne s'est jamais arrêtée depuis 1995, alors qu'elle n'est pas si facile que ça à diagnostiquer. Ça, c'était pour les porcs. Chez les équidés, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, chez les porcs, j'ai un autre, vous aviez un autre exemple. Mais on peut peut-être le passer. Il faut passer directement aux équidés. Ouais. Juste pour les équidés, là, on voit un porc vacciné contre le cercovirus en haut et celui qui n'est pas vacciné en bas. Ça se passe de commentaires. Absolument. Donc, chez les équidés, un autre exemple qui est celui de la maladie de West-Nile aux États-Unis, d'une maladie qui n'existait pas aux États-Unis jusqu'en 1999, qui a été introduite sur un continent naïf, un petit peu comme chez nous pour la fièvre catarrhale ovine, et pour atteindre des sommets avec plus de 16 000 cas en 2001, les vaccins ont été introduits en 2001, et vous voyez que tout de suite, les histogrammes bleus qui diminuent considérablement grâce à la vaccination. Comme c'est une zoonose, les histogrammes rouges correspondent aux cas humains. Dans autre exemple, chez les équidés, donc deux maladies récentes, et on revient en France, qui sont apparues dont on a eu deux crises, on va dire, l'une en 2018, au printemps 2018 avec la rhinopneumonie, qui correspond à la figure de gauche. Donc, et la grippe équine, je vois à côté, c'est ça? Oui, donc on va d'abord commencer par la rhinopneumonie. Ok. Alors que cette maladie, avec beaucoup de foyers, une centaine de foyers qui étaient relativement peu présentes, on va dire, ou du moins peu déclarées en foyer, a provoqué l'annulation de 600 concours. Elle a coûté 5 millions d'euros, on va dire, à la filière équine, ce n'est pas négligeable, et on a pu la gérer
que grâce à la vaccination, malgré des pénuries de vaccins, hein, mais on a pu la gérer que grâce à la vaccination dans cet épisode de 2018. Si on reprend un an plus tard avec la grippe équine, où il n'y avait pas de foyer officiellement déclaré en France depuis 2015, fin 2018, début 2019, on a à nouveau des foyers, et partout en Europe du Nord, d'ailleurs, pas qu'en France, et avec donc un arrêt des courses, donc un arrêt, vous voyez l'impact que ça peut avoir. Alors, les équins ont quand même la particularité d'être des animaux qui ne supportent pas le confinement, si je peux dire. C'est-à-dire qu'ils bougent, ils vont en course, ils se rassemblent. Les courses, ça rassemble plusieurs milliers de chevaux parfois. Hein. On a jusqu'à 10 000 chevaux dans un même espace en France. On détient le record mondial. Donc vous voyez que forcément, les virus se diffusent. Est-ce qu'on peut dire que la France, à moins que vous ayez une autre image à nous montrer, mais est-ce qu'on peut dire que la France a un rapport très particulier avec la vaccination ? Oui, la France, alors c'est pas le seul pays à avoir un rapport particulier avec la vaccination. Non, mais qu'est-ce qui nous lie à la vaccination ? Il y a quand même deux éléments. Un, les deux noms français. Pasteur, qui est quand même le père de la vaccination, même si il vient un siècle après le médecin britannique Jenner qui a inventé ce mot vaccination. Donc, mais Pasteur est français. Pasteur est français. Et le deuxième nom, c'est quand même aussi Mérieux, avec à la fois Charles et Marcel Mérieux, le père de Charles Mérieux, qui ont, eux, inventé la biologie industrielle et les fabricants de vaccins. Donc, ça, c'est quand même deux noms importants. Sur la vaccination, d'autres pays sont peut-être plus liés à la microbiologie, comme la Hongrie, etc. Mais avec Pasteur et Mérieux, ce sont deux noms importants. On a aussi des institutions importantes, comme l'Office international de l'épizootie, qui est basé à Paris. Ce n'est pas un hasard. Hein, elle est créée en 1924, reconnue comme organisation mondiale de la santé animale en 1998. C'est pas un hasard. Et puis on a aussi quand même quelques fabricants de vaccins, dont le premier fabricant en Europe, situé à Lyon, des fabricants d'autovaccins. On a quand même un lien particulier avec la vaccination en France, même si on n'est pas le seul pays à avoir un lien particulier avec la vaccination. Merci Eric, merci beaucoup. Je vous ai pressé, compressé, oppressé, mais on a appris plein de choses. Merci infiniment. Je vous laisse rejoindre la salle, le petit salon. Hein. Donc malheureusement, je ne peux pas bouger les caméras et vous montrer, mais on a un joli petit salon bien garni avec des sourires. Tout ça, c'est super. Merci Eric. Et je demande à Danielle Duré de me rejoindre. Danielle Duré, elle est sociologue et elle va nous parler du paradoxe de la défiance à l'égard de la vaccination. Bonjour Danielle, merci de me rejoindre. Bonjour. Je vais vous laisser démarrer dans très peu de temps. Je voudrais juste signaler aux gens qui nous regardent que je vais régulièrement faire ce que je fais là, c'est-à-dire appuyer sur le bouton de mon téléphone. Ce n'est pas pour regarder si j'ai des SMS ou des mails qui sont tombés, mais pour vérifier qu'on est bien dans les temps. Donc je vous le dis, je suis polie, je pense à vous, je ne fais pas un truc vraiment pas sympa. Alors Danielle, on revient à notre sujet de la vaccination. Pourquoi cette défiance et pourquoi paradoxe ? Alors, dans un premier temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un paradoxe de la défiance, de la défiance vaccinale. Pour quelle raison ? Parce qu'on voit sur la première image que la plupart des maladies graves ont été complètement vaincues grâce à la vaccination. La crise du Covid aujourd'hui est bien la preuve que l'hygiène seule ne suffit pas. Voilà, je ne dis pas que cette crise était souhaitable, mais enfin c'est une preuve. Hein, voilà, les vaccinations sont utiles. Donc les maladies ont disparu. Que reste-t-il dans l'esprit du public de la vaccination ? C'est ce dépliant qu'a fait un enfant à l'école qui dit finalement les vaccins ça pique, parce que c'est vrai que c'est une seringue, on verra que c'est important cette seringue, qui donne une image négative. Mais à quoi ça sert ? On ne le sait plus puisqu'on ne connaît plus ces maladies. En plus, on est en bonne santé et on se fait vacciner pour quelque chose qu'on n'aura peut-être jamais de toute façon. Donc, on peut douter finalement. Et puis, toute la propagande anti-vax qui fait que finalement, on entend parler de risques, de big pharma et du coup, le consommateur, le patient, le citoyen doute. Mais en fait, on s'aperçoit, quand on regarde toute l'histoire de la vaccination, qu'il y a toujours eu des controverses. Alors, j'ai fait un petit peu... Depuis quand ? Depuis le début. J'ai fait une méta-analyse des controverses autour de la vaccination et... Oh, pardon. Vous pouvez reculer, hein. Bravo.
et quand on regarde ces controverses, on s'aperçoit qu'en fait, qu'elles ne parlent pas forcément du vaccin en lui-même, mais qu'elles couvrent tout le champ social. Par exemple, la première controverse, c'est celle qui a eu lieu au XVIIIe siècle, quand Lady Montagu a ramené de Turquie le processus d'inoculation, qui est un petit peu l'ancêtre de la vaccination, mais le principe était le même. Elle le ramène à Londres pour lutter contre la variole. La classe bourgeoise s'en empare, on trouve ça super, génial, bien que ce soit quand même risqué. Et la bonne société traditionnelle trouve ça très choquant parce que c'est bizarre, c'est exotique. Et du coup, on accuse les bourgeois de faire du libertinage. Et donc, la condamnation devient morale au lieu d'être purement clinique. Et comme ça, tous les champs sociaux sont impactés. Et on voit qu'effectivement, si on y réfléchit, la vaccination, ce n'est pas une seringue, ce sont des êtres humains. Il y a différentes catégories sociales, les usagers, les agents qui vaccinent, médecins, infirmiers, il faut penser à eux, quel est leur discours sur la vaccination, les chercheurs, qui aussi sont des êtres humains, qui ont des pensées, et puis toutes les organisations, l'État, les acteurs économiques, la presse aussi, qui joue un rôle, les médias. Donc il faut étudier tous les discours, les pensées, les représentations de ces gens-là pour comprendre quelle est l'histoire, quelle est la relation entre la vaccination et la pensée du citoyen. Alors nous, en sociologie, pour comprendre la pensée du patient, on s'est intéressé à savoir quel était l'être humain finalement. L'être humain a 3 caractéristiques. Alors bien sûr, avant tout, nous sommes des animaux. Comme tous les animaux, nous sommes inquiets. D'ailleurs, ça, c'est le principal caractère de l'être humain. De toute façon, il est inquiet. Cette inquiétude est positive. J'en connais qu'ils sont très rarement, mais je veux bien vous croire. Il y a une échelle, mais d'une manière générale, c'est positif d'être inquiet. On évite les dangers. Oui. Tous les animaux sont inquiets, c'est normal. Ensuite, l'être humain est conscient, et cette conscience lui permet d'avoir conscience qu'il y a un monde qui existe. Et ça ravive son inquiétude parce que le monde est compliqué. Il a une imagination, et cette imagination lui permet de monter des systèmes de représentation qui apaisent l'inquiétude. Mais surtout, nous sommes des animaux sociaux. Et ça, c'est très important parce qu'en nous entraidant, en discutant ensemble, en cherchant à manger ensemble, en nous soignant ensemble, on apaise cette inquiétude. Et nous verrons que l'aspect social, c'est le plus important pour décider si nous avons une défiance ou une confiance envers nos pratiques. De la vaccination. Et ces modes de représentation sociale, on va un petit peu voir maintenant lesquels ils sont. En fait, nous, on appelle ça le mode d'emploi des objets du monde. Ces objets du monde sont représentés par ce que nous avons dans le mental. Alors, il y a 3 invariants de la pensée humaine que nous connaissons en sociologie, alors qui sont valables partout, que ce soit au fin fond de l'Amazonie ou à Porte d'Auteuil, à Moscou comme au Nigeria, chez les chercheurs comme chez les ouvriers, c'est partout pareil. L'être humain pense toujours de la même façon, c'est universel. Alors, premier invariant, la pensée classificatoire. Alors ça, c'est les fameuses petites cases. Elle met dans les cases. Voilà. Je peux vous interrompre une demi-seconde, Daniel, oui. Juste pour dire à nos spectateurs que si vous avez des questions à la fin, à l'issue de votre intervention, vous pouvez les poser, vous pouvez les envoyer. Daniel y répondra. Je vous laisse reprendre. Alors, ces fameuses petites cases, en fait, ce sont des représentations binaires du monde. Alors, on en connaît beaucoup. Elles sont valables partout sur la planète. Le propre et le sale, l'intérieur et l'extérieur, le licite, l'illicite. Elle concerne tous les modes de pratique de l'être humain. En santé, par exemple, on a les maladies exogènes où c'est le microbe qui rentre dans le corps. On a la conception plutôt naturaliste. En fait, la maladie est endogène, c'est le terrain qui est mauvais et donc on tombe malade. On a les soins additifs. On rentre un médicament dans le corps ou on le vaccine. Et on a aussi les soins soustractifs. C'était les fameuses saignées du Moyen-Âge où on enlevait le sang qui, soi-disant, était mauvais. Donc, ces systèmes binaires, c'est un petit peu simpliste, mais ça nous rassure, ça nous permet... Et quand on est tous d'accord sur ces systèmes, c'est ce qu'on appelle la culture, en fait. C'est les allants de soi, voilà. Deuxième invariant de la pensée humaine, c'est ce qu'on appelle la contamination magique. Alors, le mot magique, c'est un mot très scientifique. Ça veut dire simplement que cette contamination n'a rien à voir avec la matière, c'est une contamination dans l'imaginaire par association d'idées. Mais là aussi, c'est une loi scientifique, tout le monde a cette contamination magique dans l'esprit. Le principe, c'est que quand on colle une image à un objet, l'objet devient cette image et c'est définitif. Et le cerveau considère que quoi qu'on mette... C'est très difficile de changer, il faut le savoir, c'est très difficile de changer. Alors, je vous en donne un exemple. Voyez ces 2 images que j'ai prises sur des articles sur Internet qui illustrent exactement le même sujet. Le sujet, c'est on est inquiet parce que les infirmiers ne sont pas assez vaccinés
et on pense qu'il pourrait contaminer les personnes âgées dont il s'occupe, notamment en EHPAD. Donc on demande aux infirmiers de plus se vacciner contre la grippe. Première image, on voit une mamie souriante et on se dit, oui, c'est vrai, j'ai envie d'aller me faire vacciner. Deuxième image, moi je ne sais pas vous, moi je vois ça, je me dis c'est un film d'horreur. Oui, enfin, ou une série de psychopathes sur un... Et je peux vous dire, des images comme ça, il y en a des centaines sur Google, sur Internet, et on se dit que le patient qui voit ça toute la journée, il a ne peur. va pas se faire vacciner. Il ne sait plus pourquoi, mais il a peur, de toute façon. Troisième principe, là aussi qui est complètement universel, c'est le principe d'incorporation. Alors, ça part du principe que dans les systèmes binaires, il y a le soi, donc ça c'est moi avec mon identité sociale, et le non-soi, c'est tout l'extérieur. Et le principe d'incorporation, c'est lorsque j'accepte de faire rentrer du hors-soi, le monde extérieur, en moi, notamment par l'alimentation et aussi par la vaccination ou l'ingestion d'un médicament. C'est l'acte le plus dangereux et le plus intime que nous ayons à faire, parce qu'une fois que c'est avalé, une fois que c'est injecté, c'est fini. Si c'est du poison, on ne s'en sort pas. Donc, on a peur de ça. Et on se rassure par un discours collectif qui fait qu'on se dit, ça c'est bon, on peut y aller. Lorsque nous incorporons un produit qui a une bonne image, une image positive au niveau de la contamination, c'est bon pour notre identité qui est bonne. Mais si nous incorporons un objet, aliment, vaccin, qui a une mauvaise image, ça nous fait très peur parce que nous pensons que nous allons devenir mauvais aussi. Donc nous n'avons pas trop envie de l'incorporer. Et voyez cette phrase de Claude Fischler, « Je suis ce que j'incorpore. Si je ne sais plus ce que j'incorpore, je ne sais plus qui je suis. » Donc si on me demande de faire entrer en moi un vaccin que je ne connais pas, inconsciemment, j'ai peur parce que je ne sais plus, moi, ce que je vais devenir avec ce produit inconnu en moi. Alors, les gens ne vous le diront pas comme ça, c'est quand on fait des entretiens de sociologie, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, les gens disent ça en confiance, mais ils ne s'en rendent même pas compte eux-mêmes. Donc ça, c'est les 3 grands principes invariants de la pensée humaine, à partir desquels on peut expliquer beaucoup soit de défiance, soit de confiance. Alors, on l'a vu, l'être humain est un animal social, ça c'est très très important. Donc il a ses propres pensées, mais aussi celles de son entourage. Voilà, c'est-à-dire que chacun a ses pensées, mais on en discute ensemble, on fait des choses ensemble, on chasse ensemble, on cultive ensemble, on se soigne ensemble, et on se met d'accord sur des systèmes de pensée, des systèmes de pratiques qui vont devenir la culture, qui vont devenir les représentations collectives. On est tous d'accord là-dessus, ça marche, et du coup, on est rassuré. Et en même temps, comme on est tous d'accord, on est plus efficace. Sauf que, pour diverses raisons, dans notre société moderne, ce lien social s'est affaibli, s'est distendu. Pendant un siècle, on a rejeté la religion, qui était un lien social très fort. On a voulu mettre la science à la place, mais ça n'a pas très bien marché parce que notre pensée n'est pas scientifique. Et donc, ce lien social s'affaiblit. Si le lien s'affaiblit, du coup, l'être humain est perdu parce qu'il ne sait plus à quoi faire référence. Il n'a plus de valeur à se référer. Il manque de repères. Il n'a plus de repères, donc il redevient anxieux parce que le repère social s'affaiblit et donc il y a une anxiété. Et cette anxiété va provoquer une perception accrue du risque. Et le problème qui complique les choses, c'est que ce risque est perçu différemment selon les catégories sociales. Alors, bien entendu, il y a l'aspect bénéfice-coût. Si j'ai un grand bénéfice à avoir quelque chose, je vais sous-évaluer le risque parce que j'ai intérêt au bénéfice. Alors, le problème des vaccinations, c'est qu'on ne sait plus quel est le bénéfice puisque les maladies ont disparu, on les a oubliées. Mais par contre, je peux vous donner plusieurs exemples. Par exemple, il y a une loi là aussi qui fonctionne toujours. Lorsqu'un produit est fabriqué par l'homme, un produit artificiel, alors ça peut être le vaccin, ça peut être les produits pour l'agriculture, les médicaments. Lorsqu'un produit artificiel présente un risque, supposé, même qui n'est pas prouvé, comme par exemple quand on parle des effets secondaires des vaccins, systématiquement, l'être humain va surévaluer ce risque. À l'inverse, si c'est un produit naturel, et même si le risque est prouvé, on le sous-évalue. On le sous-évalue. Par exemple, la grippe. Personne n'a vraiment peur de la grippe, parce que c'est naturel. Vous allez dans un magasin bio, vous dites qu'on peut trouver des moisissures dans les produits bio, personne n'en a peur, alors que les moisissures, ça peut être très toxique. Donc, il y a ce biais de représentation du risque. Un autre exemple, le responsable du risque. Si le responsable est éloigné de nous, nous surévaluons le risque. S'il est proche de nous, on lui fait plus confiance.
Alors là aussi, les laboratoires pharmaceutiques, la recherche est internationale, on ne visite pas les grands laboratoires, c'est fermé, c'est normal, c'est légitime. Ce sont pour nous des inconnus, hein, ils sont loin de nous. Donc, s'il y a un risque qui est supposé, on va le surévaluer. Donc, il serait intéressant de se rapprocher, de trouver les moyens de rapprocher cette population. Il y a un gros travail de communication à faire et pour renouer un lien social. On en parlera tout à l'heure dans la table ronde. À l'inverse, alors je vous cite un exemple, c'est une émission télé la semaine dernière, reportage sur des régions de France. On fait un reportage avec un apiculteur, donc il raconte comment il fait son miel. Et puis à la fin, le journaliste lui dit incidemment ah ben vous êtes à la campagne, est-ce que vous mangez sain? Et là, l'apiculteur fait une réponse magnifique pour la sociologue que je suis. Il dit oui, je mange sain, je connais le producteur, il n'habite pas loin d'ici. Ah, c'est une réponse scientifique magnifique, mais c'est la réalité sociologique. La proximité ne garantit pour autant pas, absolument pas, la qualité du produit. C'est une loi de la socialité. Si c'est proche, j'ai plus confiance. Un autre exemple, plus la victime est une personne fragile ou innocente, plus on va surévaluer la gravité du risque. Alors, les 11 vaccinations pour les bébés, ça fait peur à tout le monde. Je vous donne un exemple. L'autre jour, j'ai discuté avec une collègue, une personne tout à fait intégrée professionnellement, il n'y a pas de souci, tout va bien. Et je lui dis que dans quelques temps, je vais faire une intervention sur les vaccinations. Et là, elle me sort un cri du cœur. Elle me dit « Mon Dieu, moi je suis grand-mère. Si j'avais un bébé et lui faire 11 vaccins, mais je serais terrorisée. » Je la regarde. Bon, ce n'était pas le lieu d'entamer une discussion. Je dis 2 ou 3 paroles apaisantes. On passe à autre chose. Et là aussi, j'ai trouvé ça très intéressant en tant que sociologue. Le bébé, c'est la victime par excellence, entre guillemets. Oui. Voilà. Alors, voilà. Alors, donc, si la personne a un affaiblissement du lien social, si elle se sent moins intégrée dans la société et qu'elle voit que cette société présente des risques, comment va-t-elle réagir? Alors, elle peut décider de s'en éloigner. Elle peut décider de s'en éloigner. C'est ce que nous appelons en sociologie la distanciation. Il y en a eu à toutes les époques, dans toutes les sociétés. La distanciation en réponse au risque, c'est ce qu'on appelle la sortie de l'ordre social légitime. On conteste l'ordre social légitime parce qu'il présente un risque, que ce soit les vaccins, l'alimentation, par exemple. Un anti-vax se distancie. Voilà. Et la façon la plus simple que l'on observe chez l'être humain de sortir de cette société, c'est de refuser d'incorporer les produits de la société. On l'a vu, l'incorporation, je définis mon identité. Si j'incorpore l'aliment ou le médicament du groupe social, ça veut dire que j'accepte ce groupe social. Donc, être anti-vax, c'est se sortir de la société parce qu'on ne reconnaît plus cette société. Les anti-viande, les anti-produits laitiers, j'ai fait une étude sur les évictions de produits laitiers, c'est exactement pareil. Après 5 minutes de discours diététique, en fait, on voit que les gens en fait, ont un profil à sortir de l'ordre social légitime. En fait. Donc, quel que soit le sujet, en fait. Voilà, j'ai envie de dire aux fabricants de vaccins, ne vous inquiétez pas, ils sont contre les vaccins, mais demain, ils seront contre autre chose. Et le principe, c'est d'être contre. Alors, qui sont ces gens qui décident de sortir de l'ordre social légitime ? Alors, il y a un jeu de mots très, très amusant en français qu'on ne peut pas faire dans une autre langue, mais qui définit bien ce qu'on trouve dans les études. Ces personnes qui se décrivent sans SANS, sans lait, sans vaccin, sans viande, elles pensent avoir un mode de vie plus sain, donc sans, sain, et on peut aller jusqu'à sain, S-A-I-N-T. Vous voyez ce t-shirt que j'ai trouvé sur un site anti-vax qui est à vendre. Et il y a écrit « Spoiler alert », c'est-à-dire je vous dévoile la fin du film qui était caché. Jésus n'était pas vacciné. Jésus, le symbole de la pureté par excellence, il n'était pas vacciné, donc ce n'est pas la peine de vous faire vacciner. Vous voyez, il n'en avait pas besoin. Peut-être qu'il n'était pas du tout croyant, hein, le fabricant du t-shirt, mais ce n'est pas grave. Alors, sûrement d'ailleurs. Oui. Puis 20 € le t-shirt, c'est bien aussi. Vous auriez dû la porter, vous auriez dû le porter. Oui, je n'ai pas envie de l'acheter, je ne voulais pas leur donner 20 €. Alors, je me sépare de la société, mais je reste un animal social. Donc, il faut que je recrée un groupe social. Donc, tous ces gens qui se séparent, qui sortent, se retrouvent.
étaient sortis de la société. D'accord. Alors, on peut se demander justement qui sont ces gens qui deviennent anti, qui sortent de la société. Ils ont un profil? Alors, ils ont un profil, on l'a pas beaucoup étudié, ce profil. Il y a quelques études en alimentation. Et moi, ça recoupe tout à fait ce que j'ai connu en 30 ans d'accompagnement de mes clients, où j'ai connu pas mal d'antivax, parce que, vous savez, les gens qui se séparent au niveau alimentaire, souvent sont aussi antivax. Et en fait, les études montrent que ce sont des gens qui sont souvent de classe moyenne, donc pas la classe la mieux reconnue, et qui ont un décalage entre leur statut intellectuel et leur catégorie sociale. Je vous donne un exemple, j'en ai connu une personne qui avait fait un doctorat, donc qui avait une porte ouverte pour faire une carrière dans la recherche et bien payée et bien reconnue, et qui se retrouve instituteur dans une école de campagne. Alors instituteur, c'est un métier magnifique, mais qui n'est pas très bien reconnu socialement, le salaire encore moins, et au fin fond de la campagne, ça n'est aussi pas bien reconnu socialement. Donc ce que vous nous dites, c'est que ce sont des gens qui sont en rupture. Voilà. Alors, il y a des ruptures. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raté leur vie dans toute société. Aucune société ne peut intégrer tout le monde. D'avoir raté sa vie quand on est instit. Voilà, ce sont juste des parcours. Donc, rupture parfois sociale, parfois rupture personnelle. Dans notre vie, on a une rupture personnelle et du coup, on a envie de s'écarter. Jean-Pierre Corbeau, le sociologue, parle aussi de distinction, par exemple, dans des catégories sociales qui, elles, ont réussi. Alors, par exemple, Juliette Binoche, que vous connaissez sans doute, qui a fait tout un scandale récemment parce qu'elle disait que dans le vaccin anti-Covid, on mettait des puces électroniques pour surveiller les gens, et qui fait un tweet en disant non, 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 non. Moi, c'est le nom qui m'intéresse, ce n'est pas l'histoire sur le vaccin. Alors, j'ai cherché son profil, et en fait, elle dit non à tout. Elle a un profil à dire non, parce que qu'est-ce qu'il y a eu dans son histoire? J'aimerais l'interviewer. Michel Rivasi, pareil. Juliette, si tu nous entends. Michel Rivasi, pareil, femme politique qui a réussi. Interviewée par un journaliste qui, écoutant son parcours, parce qu'on regarde sur son site, elle est très anti-vax, voilà, et qui lui dit, mais finalement, madame, je vois que dès qu'il y a un combat d'opposition à mener, vous y êtes. Et là, elle a un cri du cœur, et elle dit, ah oui, moi, dès qu'il faut aller contre quelque chose, j'y vais. Donc, ce n'est pas le vaccin qui est en cause, c'est le contre. Donc, moi, je serais intéressée de savoir son histoire personnelle. Vous voyez, donc le vaccin, finalement, c'est un bouc émissaire, comme la viande, comme voilà. Hein. Donc, si on veut retrouver la confiance, c'est aux gens qu'il faut s'intéresser et pas à l'argumentation officielle. Alors, comment retrouver la confiance en la vaccination ? Donc, première chose, reconnaissance de l'identité sociale, renouer ce lien social parce que les gens se sont perdus, les individus ne sont plus reliés aux autres collectivement. Okay. Alors, l'écoute active, c'est un terme qu'on utilise en psychologie, ça veut dire écouter la personne sans la juger. Quand j'entends parfois dire qu'il faut dire à la personne « j'entends vos raisons, mais je ne vous donne pas raison », non, on n'a pas à donner raison ou pas. La personne, elle dit en fonction de son statut social, c'est comme ça. Et on doit pratiquer, alors il n'y a pas d'équivalent en français, c'est ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire la passation de pouvoir. Si on permet à une personne de réfléchir et de décider elle-même de renouer du lien social et d'être favorable à quelque chose, elle le fera beaucoup plus volontiers que si on arrive et qu'on lui dit « vous avez tort, écoutez-moi, c'est moi qui ai raison, il faut le faire ». Et je dirais même que si on réfléchit à ce qu'est un vaccin, souvent, on présente le vaccin comme quelque chose qui va tuer le microbe. C'est complètement faux scientifiquement. Le vaccin, c'est quoi? Le vaccin, c'est un petit peu comme un patron de couture, comme un plan de maison qu'on donne au corps. Et le corps, à partir de ce plan, qui est le profil génétique de l'antigène, enfin l'antigène du microbe, va lui-même fabriquer des soldats qui auront une carte d'identité du microbe. Et quand le microbe arrive, c'est le corps qui tue le microbe. Donc, on est dans la passation de pouvoir totale. Si on avait cette définition de la vaccination, sans doute les gens seraient plus valorisés si on leur disait que c'est eux qui vont tuer le microbe grâce à un plan qu'on leur donne. Donc, redéfinir. Est-ce qu'on peut conclure, Daniel? Parce qu'il y a une question pour vous. Voilà. Alors, savoir ce qu'on appelle la pression de conformité sociale qui est importante. On s'aperçoit que quand on permet aux patients, aux consommateurs de discuter entre eux de la bonne stratégie à avoir, ils le font beaucoup plus volontiers que si quelqu'un arrive comme sachant et leur dit voilà ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est important. Donc, la diversité des acteurs et des approches, c'est une synergie finalement pour renouer le lien social et pour pouvoir trouver des solutions.
une idée importante aussi, arrêtons de parler de le vaccin, le malade. Non, chaque vaccin est différent, chaque maladie est différente et chaque patient est différent. Et je termine sur une publicité qui est celle d'un fabricant de produits alimentaires, je ne citerai pas de nom. C'est une start-up qui a eu le génie de comprendre qu'il fallait passer de ce qu'on appelle le Clean Label au Clear Label. Clean Label, c'est le label propre. C'est une époque où on dit encore aujourd'hui, nous sommes parfaits, notre produit est parfait, faites-nous confiance. Ça ne marche plus parce qu'on a vu que le consommateur est inquiet. On demande de passer, voilà, et on demande de passer au Clear Label, c'est-à-dire le label clair de transparence. Et c'est le discours publicitaire de ces produits laitiers. On ne vous dit pas qu'on est parfait, mais on vous dit ce qu'on fait. On fait au mieux. Tout n'est pas parfait. Aidez-nous, donnez-nous vos avis, vos commentaires. La transparence et l'échange. Voilà. Et ça, ce serait un travail très important à faire de la part des acteurs de la vaccination, du ministère aussi, de la santé publique, de dire aux malades, nous ne sommes pas parfaits, ce n'est pas facile de mettre un vaccin au point, on fait au mieux, ça marche bien, des fois il peut y avoir des soucis, aidez-nous, on va en parler et on va réfléchir ensemble comment on peut faire pour que ce soit le mieux possible. Le patient, s'il sent qu'on lui fait confiance, il va spontanément lui aussi redonner la confiance. Merci Daniel. Une question, on écoute la question. Alors nous avons la question de Christophe Magot qui a posé sa question sur la plateforme et qui nous demande: a-t-on plus d'antivax en France que dans les autres pays? Et si oui, est-ce que vous savez pourquoi? Alors, c'est une excellente question. Il reste à faire l'étude. Ça vous donne du boulot? Oui, on est malheureusement, voilà, il y a pratiquement la moitié des Français, alors qui ne sont pas anti-vax, mais enfin qui déclarent avoir une défiance contre le vaccin. Alors, à quoi c'est dû? Sans doute à notre histoire. C'est vrai que la France a une histoire particulière, à la fois révolutionnaire, dans le sens où on lutte contre les croyances, les obscurantismes, où la technologie, la science se développe. On a été un moteur, une puissance économique et industrielle à une époque. Donc, ça a peut-être un peu aussi cassé le lien social. Et puis, on reste quand même très marqué par la puissance de la gauche en France. En 1936, il n'y a que nous qui avons fait ça en Europe. Et il y a encore une mentalité de gauche qui est une mentalité de révolte, d'affirmation, et donc qui se reflète un petit peu, qui encourage toutes les oppositions. Bon, c'est comme ça. La révolte de gauche, elle a existé aussi de très nombreux continents et pays qui nous entourent. Il n'y a pas que les Français. Mais ça doit être bien partagé. Avec la Révolution, avec le Front populaire, on est un petit peu en tête. Voilà. Mais il y aurait une étude à faire effectivement par rapport au vaccin. Pourquoi on est tellement opposés? Oui. Est-ce que c'est dû à des systèmes politiques, économiques? Voilà. Merci pour cette question. Une autre question? Non, on avance. Alors on passe à la table ronde. Daniel, je vous laisse rejoindre. Merci infiniment. C'était très intéressant. Je vous laisse rejoindre une place dans le public et je vais demander à 2 personnes de venir me rejoindre. Elles sont là, elles sont dans les starting blocks. Luc Mounier et Ludovic Fréburger qui sont avec moi donc à Paris. Merci d'être ici. Bienvenue. Et puis on a donc à distance 3 personnes. Didier Raboisson. Didier, vous êtes là? Oui, bonjour. Super, merci, bonjour. Et puis Fabien Godet et Bruno Dallès. J'ai décidé de dire Dallès, Bruno. Je vais essayer de m'y tenir jusqu'à la fin. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, les uns et les autres. On va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec vous, Luc. J'aimerais, quand on parle de vaccination, il nous arrive de parler de bien-être animal, et j'aimerais qu'on revienne à cette notion qui aujourd'hui est non seulement très utilisée, mais on va dire très à la mode, celle du bien-être animal. Comment est-ce qu'on définit aujourd'hui le bien-être animal? Est-ce qu'on le définit par des libertés? Par quoi le définit-on? Alors, bonjour à tous. C'est vrai que c'est une notion très à la mode et pour être franc, la première fois, je me suis demandé qu'est-ce que je venais faire dans la conférence du SIMV sur la vaccination. Puis en fait, quand j'ai écouté les différentes présentations, je me suis dit que c'était exactement la même chose. Que ça soit par rapport au paradoxe, etc. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et il y a vraiment un parallèle très fin à faire, je pense, qui est vraiment important. Alors, si je reviens sur la définition du bien-être, il y a une définition qui est théorique, qui a été donnée par l'ANSES et qui est liée à la sensibilité et aux émotions chez les animaux. C'est vraiment la base du bien-être des animaux. Et puis, c'est un peu difficile quand même d'évaluer la sensibilité et les émotions des animaux. Donc on retient de manière plus facile une définition qui est opérationnelle, qu'on va pouvoir mettre sur le terrain, et qui est ce qu'on appelle le principe des 5 libertés. C'est vraiment
ce qui est le plus connu. Donc, qui sont les libertés des animaux fondamentales C'est les principes à respecter pour essayer de garantir le bien-être animal. Okay. Et c'est ceux qu'on va évaluer sur le terrain. Donc, il y en a 5. La première, c'est l'absence de faim et de soif. Il ne faut pas que l'animal ait soif ni faim. La deuxième, c'est l'absence d'inconfort. Donc, il faut lui fournir un bon logement. La troisième, c'est l'absence de douleurs, blessures et maladies. Au début, je me suis dit que c'était pour ça qu'il y avait le lien avec la vaccination. La quatrième, c'est la liberté d'exprimer le comportement propre à l'espèce. Et enfin, la dernière, c'est l'absence de peur et d'anxiété. Et là, on rejoint la relation homme-animal et on va voir que c'est quelque chose qui est important dans le bien-être animal et qui fait un lien aussi avec la vaccination. Mais justement. Et justement. Quel lien? Puisque vous me tendez une perche, je la prends. C'était pas prévu qu'on en parle tout de suite, mais on va en parler tout de suite. Sans problème. Je voulais juste rajouter que ce principe des 5 libertés, c'est le même pour tous les animaux. Que ce soit les animaux de production, on en parle beaucoup pour les animaux de production, mais c'est valable aussi pour les animaux de compagnie. En fait, tous les animaux qui sont sous la responsabilité de l'homme. Alors, du coup, je reviens vers ce que vous êtes en train de me dire. Non, mais parce que c'est aussi, on peut le prendre dans les deux sens. En fait, aujourd'hui, on parle plus souvent de bien-être global, c'est ça? On prend en charge globalement le bien-être de l'animal, c'est ça? Qu'il soit chat, chien ou animal d'élevage? Alors déjà, les 5 libertés, elles regardent l'animal d'un point de vue global. C'est ça. Son alimentation, son logement, sa santé, etc. Donc c'est un point de vue global. Mais maintenant, le bien-être, on l'aborde vraiment d'un point de vue encore plus global, parce que le bien-être de l'animal, il ne peut pas être présent s'il n'y a pas le bien-être de l'éleveur ou du propriétaire. Un propriétaire ou un éleveur qui est dans un état de mal-être ne s'occupera pas de bien de ses animaux. Donc les deux sont étroitement liés. Et puis il y a un troisième paramètre qui intervient et qui est extrêmement important, c'est que des animaux qui sont bien vont aussi plus produire avec moins d'intrants, seront moins malades, auront besoin de moins de médicaments. Et donc la notion de bien-être est liée aussi à la préservation de l'environnement. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le concept de One Welfare, qui est bien connu chez les gens qui font de la vaccination, qui est le principe de One Health. Donc là aussi, c'est un parallèle qu'on peut faire entre le bien-être et la vaccination. C'est qu'en fait, c'est des aspects qui sont étroitement liés. Le bien-être de l'animal, le bien-être de l'homme et la préservation de la planète. Et la vaccination, la santé animale, la santé de l'homme et la préservation de la planète. Mais ça, je pense que Ludovic ou les autres intervenants en parleront mieux que moi. On va en reparler avec Ludovic. J'aimerais me tourner évidemment vers... on a un éleveur parmi nous et on va en profiter. Fabien, est-ce que ça, c'est un discours qui vous parle, la prise en charge globale de l'animal, justement, et de son bien-être? Tout à fait. On a toujours été très sensible au bien-être animal. Ça, mais de plus en plus, on est très vigilant là-dessus, sur la notion de paillage, la notion de densité dans les bâtiments. C'est quelque chose qui apporte beaucoup, vraiment notre attention. Vous, Fabien, est-ce que vous pouvez nous dire quel type d'élevage? Je ne sais pas quel est le synthé qui vous décrit, qui vous présente sur l'écran pour ceux qui nous regardent, mais vous faites quel élevage? On est en bovin allaitant, en race blonde d'Aquitaine, donc on est sur un gros troupeau, on fait véler autour de 700 vaches à l'année. Ok, donc je vous laisse revenir au paillage et à ce que vous évoquiez avant, mais comme ça on voit très bien qui vous êtes. Tout à fait. Donc là où je disais qu'on était sensible sur le bien-être animal, par exemple, sur l'alimentation, tout en début de phase, que ce soit début d'engraissement pour n'importe quelle catégorie d'animaux, on est beaucoup moins intensif, c'est-à-dire qu'on laisse le soin aux animaux de s'approprier l'environnement, histoire derrière, donc les animaux sont moins poussés et ils captent mieux tous les anticorps. Ils développent beaucoup plus d'anticorps, et du coup, par ce fait, on a beaucoup moins de maladies. Bruno, vous, là où vous êtes, et vous travaillez donc entre autres avec Fabien, mais comment est-ce qu'on fait faire baisser le stress de l'animal? C'est essentiel. Est-ce que c'est essentiel pour vous en tant que vétérinaire? Oui, alors c'est essentiel clairement pour aider nos éleveurs en fait à réussir dans leur entreprise, donner du résultat. Je vais donner un exemple tout simple, ce qui me concerne, l'élevage laitier. Pour que la vache donne du lait, elle a besoin d'une hormone qui s'appelle l'ocytocine, et c'est l'hormone du plaisir. Toute notion de stress va en fait endiguer la sécrétion de cette hormone par la vache, et donc la vache ne va pas donner de lait. Donc si on veut qu'on ait une production qui soit correcte, et une vache qui donne bien son lait à la traite, elle a besoin de cette hormone, et la condition sine qua non, c'est qu'elle soit bien, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit dans un environnement super. Et puis bien entendu aussi,
On parle beaucoup dans l'élevage de technique et de génétique. Et il y a une notion aussi importante là-dedans, c'est l'épigénétique. C'est en fait l'importance de l'environnement que celui-ci va avoir sur l'expression des gènes, sur l'expression des caractères, qui va faire que derrière, finalement, on a de la production qu'on recherche. Et cette notion d'épigénétique, l'impression qu'elle va avoir sur ses gènes, sur ses caractères, elle commence très tôt dans la vie de l'animal et elle va durer toute sa vie et aussi se transmettre aussi à sa descendance. Donc Voilà, c'est essentiel c'est sur toute la chaîne. Merci. Voilà, c'est super important et aussi bien entendu pour la partie éthique. Quelque chose à ajouter, Luc, là-dessus? C'est ce que ça rejoint ce que vous disiez, l'environnement Ouais, au sens proche et large. Je hochais de la tête parce qu'effectivement, on parle du bien-être animal, mais en fait, c'est le bien-être des animaux dont il faudrait parler, parce que le bien-être, c'était comme il disait tout à l'heure, c'est chaque individu a son bien-être et ça dépend en fonction de son environnement, de ce qui s'est passé dans sa vie, de la façon dont il perçoit les différentes situations. Donc là, ce que vient de dire le vétérinaire, j'ai oublié votre Bruno. nom, hein, Bruno, je suis désolé, ça résonne forcément, ouais, ça résonne. Et je pense que pareil, pour la santé, c'est exactement la même chose qui va se produire. Donc c'est des choses qui résonnent, oui. Alors, ça m'amène évidemment à la prévention. Tout ça, ça peut rentrer sous un grand chapeau qui s'appellerait prévention. Ludovic, la visite annuelle chez le vétérinaire, avec ou sans vaccination, elle est indispensable ? Alors, la visite chez le vétérinaire, elle va être indispensable justement pour pouvoir prendre en compte non seulement les besoins de l'animal, mais les besoins de l'animal dans son mode de vie et dans son environnement. Et donc, en fait, on est complètement dans cette thématique et la vaccination fait partie des solutions que le vétérinaire va être capable d'apporter après avoir étudié les risques auxquels est soumis cet animal, donc faire une analyse de risque qui est une démarche strictement médicale, et il va pouvoir proposer potentiellement un vaccin ou pas, en fonction des situations. Donc la visite de santé, oui, évidemment, elle peut même être plus qu'annuelle. On peut avoir parfois besoin, en fonction du stade physiologique, en fonction de ce que vit l'animal, de voir 1, 2, 3, 4 fois l'animal dans l'année. Et parfois il y aura des vaccins, parfois il n'y en aura pas. C'est le vétérinaire qui va faire sa démarche d'analyse de risque réellement par rapport à ce qu'il observe sur le terrain avec cet animal. Si on tire le fil, alors là on voit que pensent les vétérinaires, que pensent les éleveurs, que pensent les propriétaires, et l'industrie et les laboratoires là-dedans. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Est-ce qu'ils doivent, notamment en faisant évoluer les AMM par exemple, permettre que ce soit plus simple, plus facile à faire, à comprendre pour un propriétaire? Est-ce que ça fait partie des enjeux? Alors oui, ça fait partie des enjeux. Si on prend l'exemple de la rage, par exemple. Oui, je voulais justement rebondir là-dessus par rapport à l'histoire qu'on a vue tout à l'heure, Oui, à la fois de la notion One Health, le fait que ce soit une maladie qui soit une zoonose, c'est-à-dire qui touche l'homme également, et puis le fait que la vaccination ait un rôle capital à jouer dedans. Alors, un vaccin, on l'a dit plusieurs fois, c'est un médicament. C'est régi par des réglementations et les producteurs de vaccins sont soumis à tout un ensemble de réglementations à respecter, d'où le fameux dossier d'autorisation de mise sur le marché avec une caractéristique un petit peu particulière qui va définir comment on va se servir de ce vaccin. Et malheureusement et heureusement à la fois, les producteurs de vaccins doivent se conformer à cette réglementation. Je dis heureusement parce que ça permet d'avoir des produits qui sont sûrs, ça permet d'avoir des produits dont l'efficacité est prouvée, et malheureusement parce que ces réglementations ne sont pas forcément ne peuvent pas évoluer aussi rapidement que les données scientifiques. Et donc, oui, évidemment, les entreprises pharmaceutiques doivent et font, et ont fait d'ailleurs évoluer les AMM des vaccins pour coller le plus possible aux données scientifiques qui permettent d'utiliser des vaccins un petit peu moins souvent pour avoir toujours la même protection des animaux. Mais effectivement, c'est tout un travail qui est fait conjointement par rapport aux données scientifiques qu'il y a sur le terrain. Didier, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. Ok, je ne vous avais pas oublié. Didier, qu'est-ce qui fait que ça coince, quand ça coince, du point de vue du propriétaire, soit pour la vaccination la première, soit pour le rendez-vous suivant, quand il y en a? Qu'est-ce qui coince? Alors, premièrement, je pense que c'est important de rappeler que ça ne coince pas toujours. Hein. Il y a quand même. Non, on l'a vu, mais on était presque chez les bisounours, là. Voilà, il y a selon les maladies, selon les espèces, éventuellement selon les pays, des taux de couverture vaccinale qui sont variables. Et on observe quand même que dans certains cas, ce taux de couverture vaccinale, il est faible, voire très faible. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent influencer ce taux de couverture vaccinale ou cette décision de vacciner ou pas vacciner?
Alors, un des critères, c'est le prix. Alors, je le mets en premier, non pas parce que c'est le plus important, mais aussi pour m'en débarrasser. Donc, le prix, en particulier en un niveau de rente, c'est quelque chose d'important, en particulier si on multiplie le nombre de vaccins. Mais on s'aperçoit aussi que ce n'est pas forcément un critère déterminant. Et y compris lorsqu'on a des politiques publiques dans lesquelles le vaccin est offert, entre guillemets, et d'accès gratuit, ben on a encore des fois de la réticence et éventuellement de la défiance par rapport à la vaccination. Donc le prix, c'est un des critères. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'acte de vaccination, éventuellement le temps passé, le fait d'intégrer la vaccination en termes de planification du travail, il va être aussi quelque chose d'important. Et dans la continuité, on va dire, les efforts qui sont faits autour des protocoles pour faciliter les protocoles, pour avoir moins de rappels ou des espacements plus importants entre les rappels de vaccination, sont des pistes très intéressantes pour augmenter ce taux de couverture vaccinale. Merci. Ludovic, comment est-ce qu'on peut faire pour amener de plus en plus les gens à cette idée que la vaccination et la prévention sont importantes, alors que par rapport à un médicament curatif, effectivement, comme elle le disait tout à l'heure Danielle Duret, les résultats sont moins visibles puisqu'on n'est pas malade quand on a été vacciné. Alors, heureusement, on n'est pas malade dans la quasi-totalité des cas, mais justement, ce qui est extrêmement intéressant là-dedans, c'est que l'approche de prévention et de médecine préventive, donc la médecine préventive est une médecine, hein, c'est pas une démarche strictement comportementale, j'allais dire, de la part des propriétaires qui veulent le faire ou des éleveurs. C'est vraiment un acte médical, mais qui va être totalement différent de ce qu'on appelle la pathologie médicale ou la pathologie chirurgicale, parce que l'animal n'est pas malade. Et donc, le postulat de base, c'est qu'on est sur un animal qui n'est pas malade, avec un propriétaire ou un éleveur qui est autour et qui a un animal qui ne sera peut-être jamais malade. Donc, la première des choses, c'est d'expliquer ce qu'on fait. On parlait tout à l'heure de transparence, c'est dans la transparence à la fois dans les côtés positifs de la vaccination, quels sont les bénéfices, et rappeler effectivement que même si certaines maladies ne sont plus visibles pour les propriétaires d'animaux ou pour les humains, en fait, elles existent toujours et c'est grâce à la vaccination qu'elles ne sont plus visibles. On parlait de la parvovirose tout à l'heure chez les chiens. Le meilleur exemple serait plutôt l'hépatite de Rubart, qui est une maladie qui a disparu quasiment du diagnostic des vétérinaires et pourtant, elle est en circulation parce que la faune sauvage peut être porteuse du virus. Donc, si on arrête de vacciner les chiens contre cette maladie-là, elle va être en résurgence. Donc ça, c'est la première chose, la transparence. Point positif, les bénéfices. Point négatif, les effets secondaires potentiels. C'est un médicament. Un médicament a toujours des effets secondaires. Sauf que là, on est dans un médicament dans le domaine de la prévention où on doit d'abord assurer l'innocuité, c'est-à-dire la sécurité d'utilisation de ce médicament. Donc la première des choses, c'est l'explication auprès du propriétaire, des éleveurs, etc. Et puis la deuxième chose, c'est d'établir effectivement un contrat de confiance avec le propriétaire lorsqu'on est vétérinaire ou lorsqu'on est une population soignante, j'allais dire par rapport à celle qui va recevoir, c'est de faire comprendre la démarche de ce qu'est la vaccination dans la gestion d'une maladie. Et là, ce qui est très intéressant, puisqu'autour de la table, on parle à la fois de bovins, on parle à la fois de chiens, et tout à l'heure, on a parlé d'hommes. La vaccination, le premier rôle de la vaccination, c'est de gérer une population, c'est pas de gérer un individu. Et donc, l'objectif, c'est de faire prendre conscience que la démarche qu'on va avoir va être une démarche qui va aussi être pour la société et pas simplement pour soi. Sauf que, comme l'a dit tout à l'heure Danielle Duret, dans notre société individualiste, on va être aussi dans une approche individualiste. Et si on fait la différence entre la pathologie collective d'élevage et le chien ou le chat, quand un propriétaire vient avec son chien, quand on va lui dire c'est important de vacciner votre chien pour protéger les autres, le propriétaire, lui, ce qu'il veut, c'est avoir un bénéfice direct pour son animal. Donc en fait, il faut réussir à lui faire prendre conscience que l'association de ces bénéfices-là est importante pour lui. Toujours dans le cadre d'une relation de communication qui soit apaisée entre la clinique et le propriétaire. Luc, merci. Est-ce qu'on éduque alors on parle d'information, on pourrait presque parler d'éducation. Est-ce qu'on éduque, est-ce qu'on informe, est-ce qu'on forme suffisamment bien, par exemple, les vétérinaires dans les écoles? Question, vous l'êtes tous, donc tout le monde peut y répondre. Est-ce qu'on les forme suffisamment à la vaccination, mais aussi à comment informer propriétaires, etc. et population? On va faire une réponse à deux voix. Allez-y. Moi, je vais donner un aspect plus global, et puis Ludovic, qui va parler plutôt de l'enseignement à la médecine préventive, parce que c'est son domaine.
je ne pourrais pas vous dire qu'on ne les forme pas bien, parce que je suis responsable de la formation d'une des 4 écoles. Alors, ça serait difficile. Ah, mais vous pourriez penser que ça peut encore améliorer les choses. Non, on peut toujours améliorer les choses. On peut toujours améliorer les choses et on peut notamment toujours améliorer les choses en termes de communication, alors, envers les clients, mais aussi de communication scientifique, etc. Tout à l'heure, Danielle Duret, elle disait que ce qui était proche de nous, ça nous semblait sain, et ce qui était éloigné nous semblait à risque. Et je pense que les vétérinaires ont vraiment un rôle majeur à jouer en termes de communication scientifique pour faire prendre conscience des risques qu'il y a. Il y en a, il faut clairement les expliquer, mais aussi des bénéfices. C'est valable pour la vaccination, c'est valable pour l'utilisation des médicaments, c'est valable pour le bien-être animal de la même manière. Les bénéfices, si vous voulez bien, on se les garde pour un peu plus tard. C'était juste, c'est exactement la même chose pour donc, la vaccination, le bien-être animal. Et il faut qu'on forme les jeunes, il faut que nous, vétérinaires, on prenne notre part d'explication, de vulgarisation scientifique pour expliquer d'une manière la plus objective possible ce qu'il en est de la vaccination, ce qu'il en est du bien-être animal ou ce qu'il en est d'autres thématiques extrêmement importantes. Bruno, je reviens à vous. Est-ce que vous êtes là? Bruno, Fabien, ils sont là. Super. C'est sportif, en fait, de courir jusqu'à... Je ne sais même pas où ils sont. Ils sont loin et de revenir ici. Éduquer, informer. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir entre vous... par exemple, vous, Fabien, est-ce que vous estimez qu'à l'école, vous avez été suffisamment bien informé, si vous avez fait une école au lycée agricole ou autre? Est-ce qu'on a cette information-là? Est-ce qu'on peut faire mieux? Et est-ce que votre vétérinaire, qui est à côté de vous, vous informe suffisamment bien? Comment est-ce qu'il peut progresser? Est-ce qu'entre les générations, dernière question, est-ce qu'entre les vieux et les jeunes vétérinaires, il y a une différence quant à l'éducation et la connaissance de la vaccination? À l'école, on voit vraiment des notions vraiment très théoriques. La meilleure notion de parler de vaccination, c'est vraiment le terrain. Et par ce biais, donc les vétérinaires, c'est vraiment un très bon relais pour l'expliquer. Avec leurs différents, ils côtoient tellement de monde, ils ont tellement de cas. Le terrain parle de lui-même. Tout pour l'avoir vécu, tout pendant qu'on n'a pas vécu d'épisodes de maladies, que ce soit sur des diarrhées de veau, sur des grippes, c'est difficile à croire et l'impact économique nous rappelle vite alors. Mais est-ce que vous pensez que ce serait intéressant d'avoir à l'école une formation plus conséquente sur le sujet? Oui, c'est beaucoup trop théorique pour l'instant. Il faudrait beaucoup plus de chiffres, voire de cas concrets avec des vétérinaires qui viennent sur place pour en parler au niveau des écoles. Voilà. Vétérinaire, vous formez un couple formidable, vous pourriez y aller ensemble. Je pense que l'idéal, c'est ce couple-là, vétérinaire-éleveur. Vous allez très bien ensemble. Tout à fait. Je pense que ce genre d'enseignement par des praticiens vétérinaires, même par des éleveurs dans les lycées agricoles, est quand même vachement important. Et puis, nous, derrière, oui, c'est le rôle sur le terrain de taper sur le clou. Et moi, je pense que en continuant à taper sur le clou, il finit par s'enfoncer. Et c'est en effet que de la pédagogie tout le temps, et montrer toujours cette relation bénéfice. Et bien entendu, le plan éco-antibio nous y pousse également à faire de la prévention. Et donc, la vaccination est vraiment quelque chose de très important. Nous, au niveau du réseau Cristal, nous avons mis en place une démarche qui s'appelle Alterbiotique, dans laquelle la prévention est un axe important. Et donc, clairement, la vaccination. Je sens que Ludovic a envie de rebondir sur ce que vous venez de dire. Allez-y, Ludovic. Oui, non, je voulais juste compléter au niveau de l'enseignement autour de la vaccination, puisque en fait c'est mon domaine en tant qu'immunologiste et puis médecine préventive. Clairement, dans les écoles, il y a un enseignement qui est fait dans les 4 écoles vétérinaires françaises. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Simplement, la façon d'enseigner la médecine préventive est quelque chose d'extrêmement récent, puisque la discipline médecine préventive, elle a été mise sur le devant de la scène il y a moins de 10 ans, puisque 2011-2012. Donc en fait, tout l'enseignement autour de la médecine préventive est à créer dans les 4 écoles pour que les jeunes confrères soient formés concrètement avec une discipline qui soit reconnue en tant que telle. Et donc c'est des choses qui ont lieu, puisque à Lyon, on a commencé les premiers cours de médecine préventive identifiés dans l'emploi du temps pour les étudiants ont été faits l'année dernière. Donc c'est des choses qui avancent. Mais ça avance, ça devrait avancer beaucoup plus vite encore. Du coup, si vous dites il y a 10 ans, ça veut dire que les anciennes générations ne sont pas formées de la même façon et qu'il y a quand même aussi peut-être un travail à faire de la part des jeunes. Ils ne sont pas formés de la même façon au sens où
et on pourrait refaire l'histoire de la médecine vétérinaire, mais c'est ce qui Non, on n'a pas le temps. est dans l'histoire de la vaccination qui est vraiment en parallèle, hein, puisque la vaccination a été un des actes fondateurs de la profession vétérinaire pour permettre de garantir la production animale pour pouvoir manger. Et puis pour soigner les chevaux pour la guerre. Donc c'est les deux raisons de la création de la profession vétérinaire. Et en fait, l'enseignement a été très vertical. Et en fait, on imaginait avant, la vaccination est un acte médical, la nutrition en est un autre, la gestion des parasites en est un autre, mais la gestion de l'animal sain, ça inclut tout ça. Ouais. Et donc en fait l'approche est différente. Les anciennes générations et les nouvelles générations ont globalement les mêmes connaissances. Simplement la façon de présenter les connaissances n'est pas la même et ça a une importance capitale lorsqu'on est face au client. Parce que quand on est face au client, on n'est pas là pour faire un vaccin, on n'est pas là pour traiter des parasites, on n'est pas là pour bien nourrir l'animal. On est là pour s'occuper de l'animal dans son entièreté pendant toute sa vie. Et on rejoint le bien-être animal. Et on ne peut vacciner un animal pour avoir un résultat efficace que si l'animal est bien, j'allais dire, dans sa peau, puisqu'on a tout à l'heure l'exemple de l'ocytocine chez les vaches, mais tous les animaux, s'ils sont stressés, ils sécrètent une autre hormone qui va faire en sorte que la réponse vaccinale sera moins bonne. Donc en fait, on a besoin de ce concept, de voir l'animal dans son entièreté, dans son environnement, avec le lien homme-animal qu'est le propriétaire et lui, pour pouvoir proposer la meilleure solution. Et on en arrive à la vaccination raisonnée. Non? Oh bah Luc, vous avez l'air emballé par le sujet. Je ne suis pas spécialiste de la vaccination raisonnée, mais tout doit être raisonné de toute façon. Tout à l'heure, Ludovic parlait qu'au moment de la vaccination, c'était le praticien faisait une analyse de la situation. Bah oui, donc, avec le propriétaire. Voilà, avec le propriétaire, donc ça doit être raisonné. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'il dit par rapport à mon domaine du bien-être animal, c'est que la vaccination, en fait, c'est aussi... Alors, par rapport au bien-être, ça permet à l'animal d'éviter un certain nombre de maladies. Mais surtout, moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que ça permet au propriétaire de prendre soin de son animal. C'est déjà le premier. Et du coup, d'être attentif à un certain nombre de signes précurseurs, etc. Dans la tête, on sait que les attitudes du propriétaire, si elles évoluent, son comportement va aussi évoluer. Donc, si on fait rentrer dans la tête du propriétaire que la vaccination est un acte important, il va aussi prendre plus conscience d'autres facteurs qui seront importants. Et le troisième point qui me semble extrêmement important dans ce qu'a dit Ludovic, c'est que quand on va chez le véto pour faire vacciner son animal, le véto, il ne fait pas que le vaccin et puis c'est tout, quoi. Et du coup, il regarde tous les autres critères. Et là, il a dit, il va parler alimentation, premier critère du bien-être animal. Il va parler un peu du propriétaire, de comment ça se passe à la maison. Il va parler, en fait, de tous les critères du bien-être animal. Donc, il y a un bénéfice direct, mais il y a aussi un bénéfice indirect à la vaccination parce que le propriétaire prend conscience et va chez son professionnel de santé qui va regarder les autres paramètres. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel. Je me retourne, Didier Raboisson, qu'est-ce que vous avez à dire, à ajouter sur tout ça, de votre point de vue, sur cette fameuse relation et sur ces informations et sur aussi l'idée d'une vaccination raisonnée? Alors moi, je vais prendre ma casquette d'économiste de la santé. Et en économie de la santé, on raisonnerait en standard. C'est-à-dire de faire en sorte que la culture, la routine, tout ce qui a été dit, change et que la vaccination, finalement, ça soit un standard, finalement, qu'on n'ait même plus besoin de... Donc il faut la raisonner et sur certaines maladies, en fait, qu'elle devienne la norme autour du système de production, qu'on soit sur les animaux de rente, ou la norme pour protéger son animal lorsqu'un propriétaire d'animal fait le choix d'avoir un animal de compagnie. Alors on voit que cette norme dans la société, elle change. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a 20 ans, celui qui arrivait au boulot en vélo, c'était le baba cool. Aujourd'hui, celui qui arrive en vélo au boulot, c'est le jeune cadre dynamique. Et vous voyez ce qui s'est passé dimanche dernier en termes d'élection. Vous voyez que les standards changent et il faut essayer globalement d'accompagner, faire en sorte que ce standard change et que la vision collective que l'on peut avoir de la vaccination, elle puisse collectivement changer. Et pour ça, il faut avoir une approche un peu multiniveau, coordination bien sûr du discours, donc il y a beaucoup d'efforts qui est fait là-dessus, des produits innovants, des produits innovants avec de plus en plus facile à utiliser, donc là il y a des gens qui travaillent là-dessus, et c'est ensemble, avec cet ensemble de dispositions, d'actions bien coordonnées, que souvent les standards sociétaux peuvent changer.
Je repars du côté de l'éleveur et son vétérinaire et j'aimerais que concrètement, Fabien et Bruno, vous nous expliquiez comment vous fonctionnez ensemble ou avec d'autres personnes de votre clinique, hein, pour trouver la meilleure vaccination possible, pour travailler le plus intelligemment possible. Comment les choses ont justement évolué, puisqu'on vient de parler de standards qui évoluent, et comment vous les avez fait évoluer ensemble? Mais donc on va revenir justement sur ce que disait Didier, il y a ces standards de vaccination, et puis derrière, après, il y a une maladie, il y a des maladies, il y a un vaccin, il y a des vaccins, il y a un animal, il y a des animaux, et on travaille avec des groupes d'animaux. Donc ce qui est important finalement, c'est de se dire, voilà, telle ou telle pathologie dans ce troupeau-là, c'est le standard, et puis le reste peut, entre guillemets, être optionnel, parce qu'il y a des prérogatives d'organisation d'élevage, de mise en place de la vaccination, il y a aussi des considérations financières à prendre en compte. Ce qu'il faut toujours faire, c'est analyser ce qui se passe, faire un diagnostic, un pré-diagnostic, on met une action derrière en place de prévention par de la vaccination, et puis il faut évaluer derrière le résultat. Et donc c'est toujours quelque chose qui est en perpétuelle évolution, et je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus faire autrement quand même, de ce côté-là. Et après, bien entendu, il y a aussi des rapports bénéfiques à avoir. Il y a certaines pathologies où il est indispensable. Sinon, une fois que la maladie rentre dans le troupeau, par exemple, on a des pertes qui sont beaucoup trop importantes, tous les effets indirects. Je pense que voilà, Fabien. Fabien, pour vous, justement, cette analyse, toute cette phase-là qui est en amont et qui a un coût, comment est-ce que vous la voyez et comment est-ce que vous avez fini par l'accepter? C'est du conseil, c'est de l'argent, c'est du temps en amont, mais qui vous en fait gagner plus tard. Voilà, c'est de l'investissement. La vaccination, c'est de l'investissement. Les protocoles, c'est tout ce qu'on a mis en place avec le vétérinaire, c'est-à-dire un protocole, déjà un diagnostic de la situation, de l'habitat de l'animal, du bien-être de l'animal, de l'alimentation, c'est un tout, de l'environnement, avec plus il y a de concentration d'élevage aux alentours, plus il y a de risques aussi. La mise en place du protocole, de la vaccination en tant que telle, c'est de l'investissement pur et dur. C'est un coût la première année, mais avoir une pathologie et puis subir directement la maladie, c'est pas de l'investissement, c'est un coût réel. Et pas vacciner ou pas bien mettre en place les choses, on peut être amené la même année à avoir, si on ne fait pas bien les choses, à avoir un coût exorbitant, que ce soit d'antibiotiques ou de choses à mettre en place, plus l'investissement par derrière. Donc, la mise en place de la vaccination et des protocoles, ça permet de lisser les coûts à l'année et d'éviter des pics des coûts exorbitants de médicaments, quoi. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous demander si c'était un coût dont vous pouviez vous passer, et surtout, est-ce qu'il y a un bénéfice qui est bien plus important peut-être que tous ceux qu'on vient de citer, qui est un bénéfice mental en fait? On parle souvent de charge mentale. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'éleveur au quotidien? Alors, il y a toujours l'anecdote chez nous, on est avec du salariat. La période de Noël, c'est la période où on est un peu moins nombreux, où on passe forcément un peu moins de temps dans les bâtiments, parce qu'on veut être un peu plus avec la famille. Et il y a quelques années, quand j'étais juste installé, quand les protocoles vaccinaux étaient pas en place ou moins bien en place, c'était forcément où dès qu'on diminue un peu notre présence dans les bâtiments, on passait des Noëls à piquer nos animaux pour la grippe, pour les diarrhées des veaux. Et en fait, maintenant, depuis qu'on a ces protocoles et tout ça, on passe les fêtes beaucoup plus serein, en fait. Voilà. Donc en charge de travail, c'est moindre, et on est plus tranquille derrière. Nos éleveurs, nos clients courent après deux choses en fait. Mais il faut qu'ils gagnent leur vie, ça c'est la première chose. Et puis finalement, avec les contraintes et tout ça, ils courent aussi énormément après le temps. Et donc toutes ces mises en place de prévention, de protocoles de vaccination, c'est du travail organisé. Donc ils savent vers quoi ils s'engagent, ils peuvent l'organiser à l'avance. Tiens, la semaine prochaine, on va faire tel chantier de vaccination. Et derrière, ils subissent beaucoup moins de pertes et donc beaucoup moins de travail finalement qui doit se faire dans l'urgence. Quand un animal est malade, la prise en charge doit être immédiate. Tandis qu'ici, voilà, ils essayent en fait de diminuer la pression de ce côté-là.
pense quand même qu'il y a beaucoup de confort à gagner. Je partirai pas, enfin, j'enverrai pas les salariés en vacances avant les fêtes de Noël sans que tout soit bien mis en place, ma vaccination, mes bâtiments curés pour les fêtes pour diminuer ma pression. Donc voilà. Quand les salariés partent en vacances, à ce moment-là, je suis plus serein. C'est bon. Ça veut dire aussi faire payer un conseil quand même. Comment est-ce qu'aujourd'hui, c'est un conseil supplémentaire, c'est effectivement probablement des moments passés ensemble supplémentaires et qui ont un coût. Comment est-ce qu'on fait? On les annualise? Quelles sont les solutions possibles pour répartir ce coût? On part aujourd'hui dans des systèmes de contractualisation avec nos éleveurs où on prend en global, on va dire, la mise en place de ces protocoles de prévention, donc de vaccination, aussi la partie diagnostique avec des analyses et puis le suivi derrière et la mesure des différentes actions. Après, c'est par rapport à, enfin, de notre côté. Ah, on vous a perdu. Fabien, on vous entend plus. Je ne sais pas pourquoi. On attend que Fabien ait retrouvé la voix. Et du coup, je repasse chez Didier. Didier, vous êtes là? Oui. Didier, vous et votre casquette économique. Ah ben, vous avez perdu Bruno et Fabien. C'est Didier qui vous remplace. Didier, votre casquette d'économiste, comment est-ce que vous voyez les choses justement, vous, du point de vue des bénéfices? Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand de manière en recherche, on essaie de prouver la rentabilité de la vaccination, c'est très difficile de prouver la rentabilité de la vaccination en disant j'investis en vaccination, je vais gagner 2. Ce genre de raisonnement ne fonctionne pas. Alors, il y a quelques exceptions près, mais globalement, ça ne fonctionne pas. La vaccination, c'est principalement une question d'assurance, comme ça a été très bien décrit et observé. C'est je planifie du travail pour éviter des aléas plus tard. Et des pertes. Et des pertes. Donc c'est de l'assurance par rapport au temps, c'est de l'assurance par rapport aux aspects financiers. Ok. Quels sont encore les freins, Ludovic, qui persistent aujourd'hui vis-à-vis de la vaccination? On va revenir sur des sujets qu'on a un petit peu abordés, mais ça permettra d'enfoncer un peu le clou. Le premier frein, c'est l'absence de perception du bénéfice. L'absence de perception du bénéfice parce que là tout à l'heure il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas abordé et on a une vision très vétérinaire de la chose, c'est-à-dire on a appris à être vétérinaire, à soigner un animal, sauf que quand on a un animal qui est en bonne santé, on ne soigne pas l'animal. Et donc il faut bien prendre conscience qu'on doit se positionner, et là je vais faire référence un petit peu à ce qu'a dit Daniel tout à l'heure, sur le propriétaire. Et en fait, il faut complètement se décentrer. Bien évidemment que l'objectif de la vaccination, c'est de prendre soin de l'animal pour éviter qu'il tombe malade. Mais en fait, ce n'est pas l'animal qu'il faut convaincre, c'est le propriétaire. Et pour que le propriétaire soit convaincu du bien fondé, il faut qu'il s'approprie lui-même à la fois l'utilité et à la fois qu'il ait compris les bénéfices, etc. Tout à l'heure, Luc l'a dit, quand un propriétaire vient faire vacciner son animal, c'est une démarche volontaire qu'il fait. Il vient prendre soin de son animal. Donc, à la différence de quand un animal est malade. Quand un animal est malade, le propriétaire n'a pas le choix. Il amène l'animal et il fait confiance au véto, puisque le véto est là pour soigner l'animal. Quand on vient faire une démarche volontaire, on n'est plus dans le même rapport de communication, on n'est plus dans le même rapport de conviction non plus. Et moi, quand je vais voir mon garagiste, une métaphore que je prends très régulièrement, si je vais faire une visite sur la voiture de de prévention sur ma voiture, une visite aidez-moi sur le mot. Une prévention sur la voiture, oui, bon, allez, gardons-le, mais c'est pas ça. Non, mais la visite de révision, merci. La révision habituelle. J'ai un petit voyant qui s'allume sur ma voiture pour me dire faut aller faire la révision. Quand j'arrive chez le garagiste, je sais ce qui va être fait et je sais pourquoi. Quand il faut changer les plaquettes de frein, je sais pourquoi il faut changer les plaquettes de frein. Quand un propriétaire vient faire la démarche, s'il ne sait pas ce que c'est qu'un vaccin, s'il ne sait pas contre quoi on vaccine, s'il ne sait pas comment ça fonctionne, eh bien tout simplement, il va se dire mais pourquoi je devrais payer 50, 60, 70 € mensualisés sur un troupeau, avoir des coûts alors que je n'en perçois pas le bénéfice. Et donc, un des premiers freins, et vraiment j'insiste, c'est la notion d'information de la population sur les rôles de la vaccination et sur les bénéfices que le propriétaire, que l'éleveur va pouvoir en tirer. Et clairement, quand on voit un éleveur qui est satisfait de mettre en place des plans de prévention dans son élevage parce qu'il va avoir une meilleure vie de famille, parce qu'il va avoir moins de coûts secondaires, parce que les animaux seront en meilleure santé et donc des meilleurs coûts de production, etc., les bénéfices sont évidents. Sauf qu'en fait, ils ne sont pas si évidents que ça si
on ne les explique pas. La crainte aussi, enfin la crainte, c'est pas le bon terme, mais l'impression qu'on enrichit. Daniel Duret parlait tout à l'heure de distance avec les laboratoires, avec l'industrie. Ça aussi, ça existe, vous l'entendez, vous le voyez ? Bien sûr, enfin, chez les propriétaires, quand un propriétaire arrive, souvent on a dans l'inconscient collectif le fait qu'on va enrichir le vétérinaire, on va enrichir l'industrie pharmaceutique qui est derrière, Big Pharma, et puis on va aussi avoir quelque chose qui est extrêmement important pour revenir sur la notion des antivax et sur la notion de l'inconscient collectif autour de ça, c'est que les moyens de communication, Eric Vandel nous a montré tout à l'heure une lithographie, les lithographies c'était un moyen de communication à l'époque et ça ne se véhiculait pas aussi vite que Facebook maintenant. Et quand on va avoir une information qui va passer sur oui, mais en fait, on ne sait pas pourquoi on vaccine, mais par contre, on sait qu'on a mis 70 € dans la consultation et que sur les 70 €, l'entreprise pharmaceutique, fois le nombre d'animaux va retoucher, etc., et s'enrichir. Ben, oui, c'est une façon de présenter les choses, mais qui est complètement déconnectée de la réalité de l'outil et du médicament qui est commercialisé derrière. Ce médicament, il n'est pas commercialisé pour rien. C'est qu'il y a une vraie raison, c'est qu'il y a une raison médicale pour l'animal à la base, et donc pour maintenir le lien entre le propriétaire et l'animal. Parce que la dernière chose autour de ça, sur le bien-être, c'est qu'il faut bien penser que le plus important pour un propriétaire d'animal et pour un éleveur d'une certaine façon aussi, tout à l'heure on en a parlé, c'est que le lien entre le propriétaire et son animal, quand il adopte un animal, c'est pour avoir un animal en bonne santé, c'est pas pour avoir un animal malade. Donc tous ces mécanismes, mais oui, j'aime beaucoup cette phrase, oui, elle est mais drôle. ça paraît oui, tellement sûr. évident, mais c'est tellement mieux quand on le dit aussi, que les vétos aient conscience du fait que quand on est sur la gestion d'un animal, l'animal va être plus en bonne santé dans sa vie que malade, en toute logique. Et c'est ce qu'on souhaite maintenir dans la médecine préventive, maintenir ce lien pour que la relation homme-animal soit la meilleure possible, le plus longtemps possible. Merci. Luc Frein, solution. J'aimerais qu'on va bientôt terminer, on va accueillir Jean-Louis Huneau bientôt pour conclure cette table ronde. Ce que j'aimerais, c'est que chacun, s'il a envie, une idée, nous donne sa solution pour mieux faire accepter la vaccination. Moi, la solution, c'est formation, information. Je veux dire, il faut... ça passe par là. Si les gens ne sont pas convaincus, on pourra faire tout ce qu'on veut. Hein. Diminuer le prix, diminuer la facilité, faire tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. On le voit avec le bien-être animal. Hein. Le seul moyen, mais c'est pareil avec la vaccination, le seul moyen, c'est d'arriver à former les gens et de les informer. Quelles que soient les personnes qui les forment et qui les informent. Alors, Daniel l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile de former contre que pour. Mais là, je pense qu'on a un rôle à jouer à former pour. Former pour une amélioration du bien-être de façon pragmatique, former pour la vaccination, pour la prise en compte de la santé. Je pense que ça passe par là. En fait, il faut éduquer, il faut former et informer. Voilà. Ludovic, en un mot ? Exactement pareil, c'est aller dans la communication des informations et des bonnes informations. Alors je vais rajouter, puisque c'est exactement le même sujet, c'est donner la parole aux bonnes personnes. Oui. Et être capable de faire aussi bien que ce que les antivax font. Ce serait ça, bien qu'on soit capable. Ce serait bien que d'un point de vue au niveau de l'État, au niveau des ministères, au niveau des écoles, au niveau de la profession, humaine et vétérinaire, hein, je mets pour le coup One Health sur la vaccination, qu'on soit capable de communiquer sur les vaccins aussi bien que les antivax pseudo-communiquent sur les effets pseudo-anti-vaccins. Super. Messieurs, là où vous êtes, pas de bol, comme vous êtes loin, vous allez... Je vais vous dire au revoir, vous n'aurez pas le mot de la fin. On me dit qu'il y a une question, donc du coup, je prends une question du public. Merci à vous trois, je vous vois là, d'avoir participé. On prend la question, et puis écoutez, là, ça va être intéressant de connaître la réponse. Cela dit, peut-être que vous aurez à répondre. Nathalie, on a une question, mais on a avant une information qui nous a été communiquée par la DGL, qui nous dit que dans le cadre du plan Ecoantibio 2, à l'image de ce qui a été fait pour les animaux de rente, la Direction générale de l'alimentation est favorable à la construction avec ses partenaires d'une campagne nationale et grand public de promotion de la vaccination des animaux domestiques. Ce qui rejoint ce que nous disions, donc informer, ça a l'air de ravir tous mes camarades, même à distance. Ouais, c'est une très bonne C'est une initiative. très bonne nouvelle. Excellente nouvelle. Merci. Donc,
Oui, une question également. On verra si on a le temps d'y répondre ou si on y répondra après à l'écrit. L'acte de vaccination génère souvent du stress chez l'animal. Comment considérez-vous ce stress vis-à-vis du bien-être animal ? Alors, c'est Luc, allons-y. Rapidement. Je vais répondre. Alors déjà, les vétérinaires sont de plus en plus formés pour diminuer le stress de l'animal. Votre avant-bras le prouve. Mais c'était avant le vétérinaire, c'était entre moi et mon chat. Non, mais ils sont de plus en plus formés. Et puis, il y a de plus en plus de structures qui sont mises en place pour minimiser le stress. Et puis, ce stress, c'est quand même pas un stress majeur pour l'animal au regard des bénéfices que vont apporter la vaccination. C'est comme si je disais d'aller chez mon garagiste, ça m'embête par rapport à la visite de frein, et que je me tape l'accident contre le 38 tonnes, quoi. Donc, on va chez le vétérinaire. Merci à tous pour cette table ronde qui était vraiment intéressante, voire passionnante. Merci à vous trois. Je vous laisse rejoindre la salle, vos camarades, et j'accueille Jean-Louis Huneau, président du SIMV. Jean-Louis, eh bien, vous venez conclure. Alors, c'est une tâche difficile. Parce que tout a été dit, non ? Je voudrais d'abord commencer par dire merci, parce que nous avons pu tenir cette conférence annuelle alors que nous avions décidé de parler de cette thématique de la vaccination avant la crise que nous avons connue. Et finalement, cette conférence dématérialisée a permis à 380 personnes de se connecter, ce qui est pratiquement 4 fois plus que l'audience que nous avons physiquement chaque année. Merci à tous. Donc, vous voyez, ravis. Donc un grand merci à vous, Nathalie, à toute l'équipe d'Hopscotch qui a permis cette dématérialisation, à l'équipe du SIMV, le groupe Com, Marianne Barthélémy, qui ont permis le succès de cette conférence. Alors moi, je retiens évidemment de tous ces échanges qui ont été très riches, d'abord des défis. Nous avons manifestement tous autour de la table besoin de relever celui des 60 000 enfants victimes de la rage chaque année, qui est inacceptable. Expliquer les bénéfices de la vaccination, on vient de le reprendre. Expliquer, j'ai bien entendu les recommandations de Madame Duret, expliquer qui nous sommes pour essayer de retrouver ce lien de proximité qu'elle nous a décrit comme un facteur clé de succès pour convaincre du bénéfice de la vaccination. Essayer aussi de comprendre les antivax. Et j'ai bien aimé tout à l'heure lorsque l'on a dit il faut faire de chacun des soldats de l'immunité, de la vaccination. Et je pense que là, nous avons à reprendre tous ces défis qui nous ont été présentés. Enfin, nous avons malgré tout pour ça, pour relever ces défis, des atouts. Nous avons, et ça a été présenté aussi dans l'histoire de la vaccination sur le territoire français, des entreprises de recherche, des entreprises de production. Nous avons à Lyon le premier fabricant de vaccins mondial en santé animale. Nous avons un lien particulier sur le maillage vétérinaire entre nos équipes et les professionnels. Et donc, ce sont autant d'atouts à mettre en œuvre. Nous avons 2900 AMM, nous avons plus de 1200 diagnostics. Nous avons donc les moyens de relever ces défis. Il nous faut donc les mobiliser. Et on a vu d'ailleurs pendant la crise du Covid, nos entreprises tout à fait spontanément venir offrir leur savoir-faire, aussi bien en termes de diagnostic que de médicaments pour fournir les hôpitaux qui étaient en rupture. Donc on voit bien que dans les crises les plus sévères, nos entreprises sont capables de se mobiliser pour apporter un service d'intérêt général. Et donc maintenant, j'ai envie de dire, bien, mettons en œuvre ces atouts pour relever ces défis. Je pense que c'est assez clair comme ça. Nous avons à poursuivre dans la recherche, nous avons à poursuivre dans la production. Les vétérinaires sont très sensibles au risque de rupture, les éleveurs aussi, et donc on se doit de performer dans la continuité de la production, et ce sont des défis permanents qui sont difficiles à relever. Et puis j'ai bien entendu aussi la nécessité d'expliquer, de progresser dans la communication et la formation. Enfin, je voudrais reprendre l'information qui nous a été donnée. Le ministère de l'Agriculture pourra compter sur le SIMV pour l'accompagner dans son projet de campagne l'an prochain sur la vaccination des animaux de compagnie. Extra. Merci beaucoup Jean-Louis. C'est terminé ?
C'est terminé. Alors on se quitte quand même. Une dernière chose à vous dire avant de se quitter, c'est que vous allez recevoir tous autant que vous êtes et qui nous avez si gentiment et attentivement écouté. Vous allez recevoir un lien qui va vous permettre de revoir en replay ou d'envoyer aux copains, je suppose, ce lien pour que d'autres le voient, voient ou revoient cette conférence. Et puis, il y aura aussi dans ce mail une étude, je crois, un questionnaire de satisfaction. Voilà, c'est ça, un questionnaire de satisfaction auquel on vous demandera de répondre, s'il vous plaît. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous pendant cette heure et demie. J'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi, à nous. Et puis, bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.